La matinale RCF, le grand invité. Grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites demain. Dans une unité syndicale inédite, la mobilisation s'annonce massive ce jeudi. Une partie de la classe politique appelle à manifester, notamment la gauche et l'extrême gauche. Et face à cette unité, le Rassemblement national cherche sa voie et ne sait pas trop sur quel pied danser, ou plutôt sur quel pied manifester. Faut-il descendre dans la rue et manifester aux côtés de ceux qui ont appelé explicitement à faire barrage à Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle? Ou mieux vaut-il conserver sa stratégie de normalisation et se cantonner au Parlement, au débat parlementaire, quitte à devenir invisible derrière les syndicats et les partis politiques plus présents dans la rue? Pour en parler, nous sommes ce matin avec Victor Catteau, député Rassemblement national du Nord. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Est-ce que demain, Victor Catteau, vous avez prévu de manifester ? Alors la manifestation, c'est pas quelque chose qui est dans l'ADN de notre mouvement politique. C'est vrai que nous n'avons que très rarement participé à des manifestations. Cependant, en tant que juriste en droit du travail, j'ai toujours été très attaché au droit syndical et au droit de grève. C'est un droit qui est fondamental, un droit constitutionnel. Les Français qui le souhaitent et qui souhaitent se prononcer par le voie de la manifestation peuvent le faire de façon légitime et sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Cependant, nous considérons que notre travail, c'est de représenter les Français au Parlement. Nous avons été élus pour ça et nous devons les défendre là-bas. Donc nous, notre vocation, ça sera de les défendre, leur projet, en tout cas de se battre contre le projet de réforme des retraites proposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Mais donc être demain dans la rue, ça sert à rien ? C'est pas ce que je dis. Je dis qu'effectivement, il y a plusieurs façons de manifester son mécontentement. Une partie des Français peut considérer qu'effectivement ça se fait dans la rue. Nous considérons que ça se fait également face au gouvernement. Le gouvernement sera à l'Assemblée nationale pour défendre ce projet et nous combattrons ce projet à l'Assemblée nationale. Nous serons présents en nombre. Nous sommes souvent les plus présents et nous le ferons encore une fois lors de cette réforme. Et justement, dans ces manifestations, y aura-t-il des députés Rassemblement national ? Peut-être. Je veux dire, aujourd'hui, effectivement, nous avons une certaine liberté dans notre mouvement politique, ce qui n'est pas le cas dans tous les mouvements politiques. Peut-être qu'il y aura des députés, mais effectivement, encore une fois, ce n'est pas dans l'ADN de notre mouvement politique. Donc après, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Est-ce que le débat parlementaire suffira ? On a l'impression que le poids des personnes qui manifestent aura aussi un impact sur le gouvernement. Je veux dire, la manifestation, effectivement, peut impacter. C'est vrai on l'a vu, effectivement, par le passé, le poids d'une manifestation peut impacter. Mais je pense qu'effectivement, nous avons une assemblée aujourd'hui qui est diverse, qui a beaucoup changé par rapport à il y a quelques années, par rapport notamment à la réforme que souhaitait mettre en place Emmanuel Macron dans le précédent quinquennat. Nous avons une force d'opposition qui est la première force d'opposition. Nous avons effectivement un nombre important de députés qui sont opposés à cette réforme. Nous avons évidemment compris que les Républicains s'alliaient à la majorité pour défendre ce projet de réforme, mais nous considérons qu'effectivement ce projet est néfaste pour la France et nous ferons en sorte de le combattre à l'Assemblée avec tout le monde pour s'unir contre ce projet. Effectivement, et ce projet en détail, on va y revenir dans un instant. Simplement, demain, si on ne va pas manifester, si le Rassemblement national ne va pas manifester, est-ce qu'il n'y a pas un risque de laisser ce débat à l'ANUPS ? C'est pas tant la logique. Je veux dire, il n'y a pas effectivement, je pense, des intérêts à avoir. On va dire, on ne manifeste pas par intérêt politique. Ceux qui manifestent le feront par conviction. Je veux dire, je dis pas que nous n'avons pas de conviction. Nous n'avons pas effectivement dans notre ADN cette volonté de manifester, mais ce n'est pas pour autant que que nous souhaitons y aller pour être bien vus de la population, pour être bien vus par les Français. Ce n'est pas notre façon de faire. Nous faisons notre travail avec conviction et nous considérons que le mieux pour défendre les Français et pour combattre ce projet, ça sera à l'Assemblée nationale. Et justement, dans l'hémicycle, intéressons-nous à votre stratégie qui n'est pas forcément claire. Quelle sera-t-elle, cette stratégie ? Est-ce que, comme les Républicains, le Rassemblement national souhaite à travailler avec le gouvernement ? Est-ce que c'est une opposition ferme comme ce qui se dessine ? Pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen proposait une retraite à 60 ans, ce qui semble quand même compliqué au regard des chiffres, notamment du corps. Concrètement, la stratégie aujourd'hui et désormais à l'Assemblée pour le Rassemblement national, quelle est-elle ? Alors aujourd'hui, cette réforme, elle est absurde. Elle est absurde économiquement notamment parce qu'on va demander effectivement à des seniors de rester plus longtemps sur le marché du travail alors qu'on a un taux de chômage chez les jeunes qui avoisine les 17%. Ça va créer évidemment une surcharge de ce marché du travail avec des personnes qui vont rester plus longtemps en poste et laisser moins de place. Le taux de chômage n'a jamais été si faible. On est proche presque du plein emploi. Donc c'est pas tellement le chômage qui est un sujet. Oui, mais on parle effectivement des jeunes. Donc effectivement, je vous parlais effectivement des jeunes. On a un taux de chômage qui est à 17% chez les jeunes, qui va évidemment grandir, c'est mécanique. Je veux dire, si effectivement demain on laisse partir des seniors plus tard en retraite, les jeunes vont rentrer plus difficilement sur le marché du travail, et on sait combien c'est difficile, et je peux le dire en tant que jeune, de rentrer sur le marché du travail. C'est
c'est également illogique. Pourtant, sur ce point-là, il y a quand même de nombreux métiers qui sont en tension, où il y a beaucoup de demandes, et le chômage des jeunes, il n'est pas lié au fait qu'il y ait beaucoup de personnes plus âgées sur le marché du travail. Non, mais ça pourrait être lié demain. Dire effectivement, si on demande à des personnes de rester plus longtemps sur un marché du travail, c'est mécanique. Dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, il y aura effectivement des personnes qui vont garder les postes plus longtemps et qui vont priver du coup les jeunes de rentrer sur le marché du travail. Au-delà de ça, on a effectivement des personnes, des seniors, et il faut dire la réalité des faits. C'est qu'aujourd'hui, un senior sur deux n'arrive pas en retraite en emploi. C'est-à-dire qu'il est soit au chômage, soit au RSA, soit en invalidité. Donc qu'est-ce qu'on va faire finalement ? C'est qu'on va déshabiller Paul pour habiller Jacques, parce qu'on va effectivement placer ces seniors dans une situation de précarité. Ils vont bénéficier d'aides qui ne seront pas la retraite. Évidemment, ils ne seront pas encore en retraite. Ils vont bénéficier d'aides telles que le RSA et l'allocation chômage. Et c'est quand même les Français qui vont payer cette prestation. Donc finalement, on va juste décaler ce qu'on va devoir débourser pour ces seniors, mais pas par le biais de la retraite, mais par le biais d'autres prestations. Pourtant, dans les autres pays européens, quand on regarde un petit peu ce qui se fait dans les autres pays aussi de l'OCDE, on constate quand même que la France est vraiment atypique en termes d'âge de départ à la retraite. C'est très jeune en France par rapport à d'autres pays. Et pourtant, dans ces autres pays, il n'y a pas de problème majeur d'entrée dans le marché du travail pour les personnes plus jeunes. Et moi, j'estime que, alors effectivement, on est atypique, mais c'est aussi une force. C'est vrai qu'on a un projet de société qui a été différent et qui a été choisi, qui a été différent à d'autres pays européens. Mais c'est une chance et je pense que nous devons le défendre parce que cette réforme, il faut le dire, c'est une réforme qui est injuste. Elle est injuste et injustifiée. Quand vous parlez du corps, ah oui, elle est injuste parce qu'effectivement, avec la réforme Touraine actuellement, nous avons effectivement une personne qui commence à 18 ans partait aux alentours de 61, 62 ans en retraite. Avec la nouvelle réforme, on va partir à 62, 63 ans. Alors qu'une personne qui rentre à 24 ans, qui a fait des études supérieures, partait à 67 ans et partira toujours à 67 ans. Donc qui va payer, encore une fois, les pots cassés des choix politiques du gouvernement ? Ce sont les Français, les classes populaires. Ce sont toujours sur les mêmes que le gouvernement tape. Et c'est pour ça qu'elle est injuste. Elle est injustifiée parce qu'effectivement, le corps s'est trompé sur l'année 2021-2022. Le corps prévoyait un déficit de 10 milliards d'euros. Nous avons un excédent de 3 milliards d'euros. Donc il y a un différentiel de 13 milliards d'euros. Et donc s'il peut se tromper sur l'année 2021-2022, je considère qu'il peut se tromper sur 2050 et que le déficit de 10 milliards d'euros qu'il peut le prévoir peut ne pas l'être également. Alors sur 2050, le corps est quand même très prudent et effectivement propose plusieurs scénarios. Et dans ces scénarios, quoi qu'il arrive, le système est déficitaire. Vous parlez beaucoup depuis ces quelques minutes d'interview de l'impact que ça pourrait avoir sur le chômage des jeunes, sur le chômage actuel. Mais comment est-ce qu'on finance ce système ? C'est un système qui coûte extrêmement cher. Marine Le Pen, donc, pendant cette campagne présidentielle, proposait 60 ans. Ça représente des milliards. Qui finance ? Comment on finance ? Alors il y a des moyens extrêmement simples, il y a des solutions. On va dire effectivement la solution miracle n'est pas forcément d'allonger le départ l'âge de départ à la retraite. Il y a des solutions. On peut prendre effectivement notamment les aides sociales. Nous souhaitons permettre l'octroi des aides sociales à la solidarité nationale, donc aux Français et du coup et aux étrangers avec un délai de carence de 5 ans notamment, ce qui permettrait finalement de faire des économies qui avoisinent les 12 milliards d'euros. Pardon, c'est pas très clair. Il s'agirait d'arrêter de verser certaines aides sociales ? On octroie des aides sociales aux Français, parce que les aides sociales, ce ne sont pas des cotisations, donc on ne cotise pas effectivement pour avoir droit aux aides sociales, je pense notamment au RSA, ce sont des aides de solidarité nationale, elles seront réservées aux Français et aux étrangers qui ont un délai de carence en France de 5 ans, et donc effectivement en prenant cette mesure et en mettant cette mesure en place, nous économisons 12 milliards d'euros, mais il y a d'autres mesures qu'on peut mettre en place. Nous pouvons parler également de la taxe sur les superprofits, la taxe sur les superprofits que nous avons proposée par 2 fois à l'Assemblée nationale et qui a été refusée non seulement par la NUPES mais également par la majorité présidentielle, et qui ferait des économies à hauteur de 10 milliards d'euros. Donc effectivement, nous avons la possibilité de faire des économies pour financer ce système de retraite. Peut-être pour donner des ordres de grandeur, 10 milliards, le système des retraites aujourd'hui coûte 330 milliards. J'allais dire, c'est une goutte d'eau. Si on change de façon importante ce système de retraite, en mettant par exemple ce système non plus à 64 ans mais à 60 ans comme le propose le Rassemblement national, il y a quand même un vrai sujet de financement structurel. Effectivement, quand on parlait du corps tout à l'heure, le corps précise qu'en 2050 nous aurons un déficit de 9 milliards. Donc effectivement, avec les mesures que je viens de vous dire, déjà on fait des économies qui avoisinent les 20 milliards, on peut également faire des économies sur l'immigration et sur l'AME, et toutes ces économies pourront financer à long terme le système des retraites actuel. Donc ça c'est effectivement une vision
de société à avoir. Moi, je n'ai pas une vision comme le gouvernement, une vision comptable de la chose, j'ai une vision sociale et humaine, et je ne peux pas laisser effectivement des seniors travailler plus longtemps, parce qu'ils ont pour la plupart une expérience de vie et une expérience professionnelle qui les a considérablement impactés. Et quand je vois que l'espérance de vie en bonne santé avoisine les 63 ans chez les hommes et les 64 ans chez les femmes, je ne peux pas considérer que des personnes finiront leur jour au travail. Et quand je vois qu'un Français sur 4 en situation de précarité décède avant 62 ans, je ne peux pas considérer que partir à 64 ans ou 65 ans est une bonne solution. Vous êtes bien à l'écoute de RCF, nous sommes avec Victor Catteau, député Rassemblement National du Nord. Victor Catteau, la semaine dernière, il y avait la niche parlementaire du Rassemblement National, avec un certain nombre de propositions, dont certaines médiatisées, notamment le port de l'uniforme, proposé et soutenu, y compris par Brigitte Macron. C'était un petit peu étonnant. La plupart de ces propositions ont été supprimées. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir à l'Assemblée nationale une convergence des luttes avec la NUPES, puisque la République en marche est minoritaire? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas parfois de convergence sur certains sujets avec vos collègues et confrères de la NUPES? Alors, vous l'avez effectivement dit, il y avait des sujets qui étaient transpartisans et nous pensions sincèrement qu'ils pouvaient faire l'unanimité au sein de l'Assemblée nationale. C'est le cas de l'uniforme, parce qu'effectivement l'uniforme, c'est avant tout un geste non pas c'est un geste qui se veut social, humain, et qui veut une égalité pour tous les élèves. Et sur le sujet également d'augmentation des salaires de 10% net, nous pensions nous retrouver également avec la NUPES et les Républicains qui ont la valeur du travail. Mais finalement, nous nous rendons compte, et je pense que les Français s'en rendent également compte, c'est qu'il y a une opposition qui est idéologique, et que peu importe ce que nous pourrons proposer, même si c'est dans l'intérêt des Français, ils voteront systématiquement. C'est uniquement contre. L'idéologie ? Je pense que c'est idéologique, parce qu'effectivement, quand nous proposons des taxes sur les superprofits, avec des amendements qui sont très clairs, qui sont parfois même similaires finalement à ce que peut penser et proposer la NUPES, et qu'ils votent contre ou qu'ils ne votent pas, ça montre effectivement que c'est un acte idéologique et qui ne va pas dans l'intérêt des Français. Nous, ce n'est pas notre vision des choses. Nous l'avons toujours dit depuis le début. Nous sommes évidemment constructifs. Dès lors que ça va dans l'intérêt des Français, que ça correspond à ce que nous proposions durant la campagne présidentielle, nous voterons pour. Ce n'est pas le cas de la NUPES, mais je pense que les Français commencent à le voir. Et justement, dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale pour la retraite, la NUPES a prévu de déposer des milliers d'amendements pour faire une forme d'obstruction parlementaire, ce qui risque de faire passer les amendements des autres partis, notamment du Rassemblement national, à l'as. Concrètement, comment est-ce que le Rassemblement national a prévu de faire entendre sa voix dans les semaines qui viennent? Je crois qu'à partir de début février, il y aura ce débat parlementaire qui va commencer. Comment est-ce qu'on fera pour distinguer un petit peu les voix des uns et des autres dans ce contexte-là? Vous savez, depuis le début de cette mandature, nous avons cessé d'être constructifs et de proposer des choses qui sont cohérentes et qui sont dans l'intérêt des Français. Peu importe, effectivement, et nous l'avons souvent vu que l'extrême gauche NUPES avait tendance à effectivement déposer énormément d'amendements, notamment sur le PLFR, le PLFSS, pour justement contrer le gouvernement et faire de l'obstruction. Ce n'est pas notre vision des choses, et cependant, nous avons toujours su mettre en avant nos propositions, et nous avons toujours su montrer que nous étions constructifs. Donc je pense que nous ferons exactement la même chose, nous serons dans la même démarche. Effectivement, l'obstruction permettra quoi finalement? Permettra effectivement que le gouvernement va passer en force, parce qu'il veut le faire par le biais du PLFSSR, et donc du coup par le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif. Et donc évidemment le PLFSSR donnera accès du gouvernement, comme il l'a fait durant ces derniers mois, au 49.3 de façon illimitée. Et donc malheureusement, je pense que l'obstruction amènera au 49.3 sans avoir une réelle prétention, mais je pense qu'effectivement c'est ce qui se concrétiserait si demain la NUPES faisait ça. En tout cas, on l'a bien compris, pas de manifestation demain pour le Rassemblement national, en tout cas pour vous, Victor Catteau. Merci beaucoup d'avoir été ce matin l'invité de RCF. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous reveniez justement sur ce projet de loi de réforme des retraites et cette grève qui s'annonce d'ampleur demain, avec notamment beaucoup de perturbations dans l'éducation et les transports. Merci d'avoir été l'invité de RCF ce matin.